La typologie proposait en dehors de toute référence à l'anecdote, c'est-à-dire à ce qui a produit le son, une grille de classement des objets sonores au compositeur. Mais il était sous-entendu au tableau une forme de musicalité qui résidait dans le fait qu'il s'articulait autour des objets dits convenables, c'est-à-dire des sons similaires à ceux émis par des instruments traditionnels de musique. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est de là que vient le peu de succès obtenu par cette grille de classement chez les compositeurs, qui, eux, pouvaient prétendre à une autre forme de musicalité? Eh bien, je crois qu'il faut dire que, outre la symétrie que je viens de souligner entre les sons concrets dont l'anecdote est dramatique et des grappes de sons électroniques dont l'anecdote est déterminée et mécanique, la grande différence entre les matériaux concrets et les matériaux synthétiques, c'est que dans les matériaux concrets, on a souvent le loisir et l'intérêt de traiter les sons isolément. On a des sons qu'on se donne la peine de faire. C'est une sorte de fabrication artisanale. C'est une fabrication ardue qui, grâce à de l'habileté, donne des sons très intéressants, très riches, très vivants. Bon, on peut aussi, avec des manipulations concrètes, avoir des grappes de sons. Il suffit simplement de d'ébranler une règle métallique qui frappe sur le rebord d'une table. Tous les enfants font ça, et on a donc une grappe de sons saccadés qui ressemblent à leur tour à des sons électroniques. Dans les sons électroniques, on peut aussi avoir des sons seuls, des sons qu'on gonfle, qui durent longtemps, etc., et à l'intérieur desquels on peut ménager des variations de timbre, par exemple. Mais l'intérêt de l'instrument électronique, c'est que l'accès aux paramètres acoustiques qui déterminent le son, l'accès à des structures rythmiques qui sont prédéterminées, permet qu'on en joue comme d'un instrument gigogne qui donne donc des ensembles compliqués. Alors, on peut dire que la musique concrète se faisait plutôt, comme disent les gens de cinéma, image par image, son par son, tandis que la musique électronique synthétique se fait plutôt structure par structure. Voilà ce qui souvent différencie deux tendances. Une de combiner les sons les uns après les autres de manière artisanale, et l'autre qui consiste à combiner des grappes de sons d'une manière que la machine a préfabriquée en interprétant à sa manière les intentions de l'auteur. Alors, les sons que j'ai appelés convenables, c'est-à-dire des sons qui ne sont ni trop longs ni trop courts, ni trop riches ni trop pauvres, en me référant à ce qu'il y a de plus convenable dans la musique, c'est-à-dire les sons de la musique traditionnelle, un beau son de violon, une belle vocalisation de la voix, ou un ou plusieurs sons de piano. Ces sons convenables répondent à cette définition. Ils ne sont ni trop longs ni trop courts, ils ne sont ni trop pauvres ni trop riches. Il est certain que dans la musique concrète, dans les sons concrets comme dans les sons synthétiques, on a une irruption d'une telle quantité de sons dont les uns sont encore convenables et les autres ne sont plus convenables, c'est-à-dire qu'ils sont excentriques. Ils sont trop riches, trop pauvres, trop longs, trop courts, et ils échappent tout à fait à une manipulation aisée qui est celle des notes de la musique. Mais les cases centrales du tableau de la typologie permettaient de classer les sons avec une certaine finesse, alors que les cases dites excentriques de ce tableau, évidemment, sont beaucoup plus grossières. C'est-à-dire qu'un compositeur qui utilise des sons dits excentriques a beaucoup plus de mal à les classer avec finesse à partir du tableau de la typologie que s'il utilise, comme dans la musique concrète, des sons dits convenables. Il ne suffit pas de donner une définition des sons convenables par ce croisement des deux alternatives, trop long ou trop court, c'est-à-dire un son qui donne à l'oreille une bonne mémorisation, et trop pauvre ou trop riche, c'est-à-dire un son qui va se prêter à une construction, comme une pierre. Une brique n'est jamais identique à une autre pierre ou une autre brique, mais elles sont convenables parce que leurs différences sont faibles, et par conséquent, on peut tabler sur la dimension géométrique d'une pierre, sur la couleur d'une brique. Voilà l'analogie. Mais il faut encore dire qu'il faut savoir ensuite pourquoi on assemble ces objets. Et on assemble ces objets parce que, en les mettant ensemble, on va faire émerger une valeur. Imaginez que vous mettez ensemble des briques de même taille,
c'est probablement la nuance et la couleur qui va apparaître. Imaginez au contraire que vous ayez des briques de couleurs différentes, mais de tailles différentes. C'est probablement la taille qui va émerger comme valeur dominante. C'est-à-dire que le pont aux ânes, à mon avis, de la composition musicale, c'est de croire que les objets ont une valeur absolue. Ils ont forcément une valeur relative. C'est en mettant les objets ensemble qu'une valeur va apparaître. Et les objets sont convenables, non seulement pour les raisons de leur choix initial, mais parce qu'ils sont convenables pour faire émerger une valeur. Ainsi, si c'est la valeur de hauteur du son dans la tessiture, on va avoir une musique de hauteur. Au contraire, si la hauteur est brouillée parce qu'elle n'est pas nette, parce que le son est flou en hauteur, c'est une autre qualité du son qui va apparaître, la dynamique par exemple. De sorte que la notation d'un son, outre qu'un son, même un son relativement simple, est très difficile à noter s'il est intéressant, s'il est riche, parce qu'il évolue et il y a beaucoup de caractères, elle n'est intéressante qu'en fonction de la valeur qui va finir par émerger, de par la volonté du compositeur qui lui-même, lorsqu'il assemble des sons, est surpris que les sons veuillent dire quelque chose ensemble, pas forcément ce qu'il a voulu.